Deux sujets cet après-midi pour notre dialogue, où je m'évincerai parfois. La dette souveraine. Et il ne faut pas oublier, René Major, le mot souverain. La dette souveraine et les pulsions. On verra en quoi elles sont concernées. Et le deuxième sujet, ce sera encore la cruauté, mais plutôt sous l'angle du consentement. Pourquoi nous consentons finalement aux inégalités, au malheur, et pourquoi nous sommes en un sens impuissants. Alors la discussion, le dialogue plutôt donc porte sur la dette, et sachant que vous reprenez un peu la formule de l'économiste Fitoussi sur le système bancaire fantôme, hein, et tout ce qui nous hante et les fantômes qui reviennent, la hantise, disons, fait partie de l'inconscient qui surgit de manière quasi immanente, hein, lorsque l'on parle d'économie. Mais alors la dette, pour vous, c'est essentiellement la dette souveraine. Pourquoi ? Bien, parce que toute la question de la dette a une longue histoire qui est liée à tout ce qu'on trouve comme, y compris dans Shakespeare, « To owes God a debt », tu dois une mort à Dieu dès le départ. Mais ce qui fait partie, je crois, si on ne met pas Dieu, ce sera le grand hôte, ou une transcendance quelconque, qui est à la fois le motif implicite de toutes les guerres, et en particulier des guerres religieuses, des guerres de religion, vers lesquelles nous nous acheminons, je crois. Et à nouveau, ce qui m'avait beaucoup frappé, justement, c'est l'association de dette et de souverain. On parle des dettes souveraines, et comme on le disait ce matin, je crois, que le pays considéré comme le plus puissant est celui qui a la dette la plus importante par rapport à la Chine, et que créanciers et débiteurs se tiennent comme bourreaux et victimes, ou comme maîtres et esclaves. Alors, qu'est-ce qui est la source du point de vue de l'organisation libidinale et du développement dans l'histoire de chacun? C'est bien, en effet, que par rapport, dès les premiers rapports à l'autre, et même avant que l'autre existe comme tel, on est en dette. Eh oui, on est endetté. Et donc, je pense en effet que que le grand ressort de cette économie libérée, libérée de toute entrave, qui accorde à une main invisible le pouvoir de régler automatiquement les choses, ou à des ordinateurs, ou à donc des prothèses, en quelque sorte, fait que, d'abord, cet endettement devient moins personnalisé, et à la limite, je pense que Pierre-Noël Giraud nous dirait qu'au fond, la dette, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, enfin, je vais préciser les choses. Alors, moins personnalisé, voilà. Je vous donne la parole tout de suite, Pierre-Noël Giraud, mais moi, la dette, il y a un truc très simple, mais qui n'est pas sans rapport, je crois, avec ce que vous voulez dire. Les Américains, bon, ils ont emprunté aux Chinois. On voit à peu près à qui. Les Français, les détenteurs de titres sont des individus X, Y. On peut les connaître, ces individus? On peut savoir ce sont des fonds, ce sont des individus qu'on peut... Oui, bien sûr. Oui. Ah, oui. On sait exactement qui détient les titres de dette sur l'État français ou américain, etc. D'accord. Ah, oui. Bien sûr. Mais mais quand on parle, comme Fitoussi, par exemple, du système bancaire fantôme,
il parle de quelque chose qu'on ne connaîtrait pas précisément. C'est la question. Ouais. C'est-à-dire, ça dépend qui. Je veux dire, les banquiers savent très bien ce que c'est que le shadow banking. C'est fantôme. C'est un fantôme très réel. Enfin, ce sont des institutions. Ce qu'on appelle le shadow banking, ce sont des institutions financières non bancaires, c'est-à-dire non soumises non désignées par la réglementation comme des banques, et donc non soumises à la réglementation des banques, et par conséquent qui n'ont pas accès directement au refinancement à la Banque centrale, et qui sont des institutions qui ont pignon sur rue, que tous ceux qui ont affaire à elles, et en particulier les vraies banques, entre guillemets, connaissent parfaitement, dont elles se servent, etc. etc. Donc, on y reviendra si ça vous intéresse. Mais je voudrais prendre les choses d'un peu plus loin et continuer à l'exercice que nous faisons depuis ce matin, c'est-à-dire on lâche un mot, dette, il est lourd de sens dans la psychanalyse. Moi, je vais essayer de vous préciser 2-3 choses, éventuellement pas très bien connues des non-économistes, sur le sens que ça a en économie. Alors, je vais commencer par une anecdote qui ouvre le commerce des promesses et qui m'a été racontée par une vieille dame que j'aimais beaucoup, et qui est la suivante. Au temps des tsars, dans une sombre surcour du quartier juif de Simferopol, en Crimée, c'est là qu'était née la dame en question, en pleine nuit, Moïse, incapable de trouver le sommeil, se tourne et se retourne dans son lit. Rachel, sa femme, finit par lui demander « Qu'as-tu, mon cher mari? Qu'est-ce donc qui te tourmente ainsi ?» « Je ne veux pas t'inquiéter, dit Moïse. « Si, dis-le-moi, je veux tout partager avec toi. » Moïse dit « Connais-tu Samuel, notre voisin d'en face ?»« Bien sûr, je le connais. »« Eh bien, je dois lui rendre 1000 roubles demain matin et je ne les ai pas. »« Ce n'est que ça, dit Rachel. » Elle se lève, elle ouvre la fenêtre. Dans le quartier juif, il y avait des grandes cours intérieures, comme ça. Elle ouvre la fenêtre, elle sort sur le balcon, elle appelle Samuel dans la nuit à travers la cour endormie. Elle lui dit « Samuel, Samuel !» Alors, Samuel, que se passe-t-il ? Surgissant à sa fenêtre, très inquiet, les Cosaques, un pogrom. « Non, Samuel, rassure-toi, tu connais mon mari, Moïse. »« Bien sûr que je le connais. Tu sais qu'il te doit 1000 roubles. Et comment il doit me les rendre demain, j'y compte bien, car moi-même, je les dois et j'en ai absolument besoin. Eh bien, mon cher Samuel, il ne te les rendra pas, car il ne les a pas. » Et Rachel ferme la fenêtre, se recouche et dit à son mari, « Dors maintenant, c'est lui qui ne dort pas. » Voilà. Voilà ce que c'est qu'une dette, au sens économique du terme. C'est une simple promesse de rendre, avec ou sans intérêt, en général avec intérêt, l'intérêt a peut-être déjà été payé, peu importe, de rendre de la monnaie qu'on vous a donnée auparavant. Ce n'est jamais qu'une promesse. On ne peut jamais être sûr que cette promesse sera honorée. Contrairement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, contrairement au don chez Mauss, il est hors de question, quand vous avez reçu un don à la Mauss, de ne pas le rendre. Il est tout à fait possible de ne pas rembourser ses dettes. Voilà. Parce qu'il s'agit de monnaie, justement. Alors, sur cette base-là, je voudrais dire deux choses. Dans ce cas-là, il y en a toujours un qui ne dort pas. Comment ? Il y en a toujours un qui ne dort pas, oui. Mais Keynes disait la même chose, c'est moins bien dit chez Keynes. Il disait, vous devez $1000 à votre banquier, vous ne les avez pas, c'est vous qui ne dormez pas. Mais si vous devez $1 milliard à votre banquier et que vous ne les avez pas, c'est lui qui ne dort pas. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui ne dort pas, en effet. Oui, mais René Major, lui, il aimerait que tout le monde puisse dormir. Oui, mais attendez. Non. Je ne suis pas sûr. Non, mais il a ça comme horizon, en tout cas. Vous êtes sûr, Philippe, que René Major voudrait que tout le monde puisse dormir? Non, pas forcément. Ah oui, enfin... Non, je crois pas. Sans cruauté. Ouais, il répondra lui-même. On en parlera. On en parle. Bon, alors, quand même une ou deux choses sur la dette et les dettes souveraines. Comme la dette, c'est-à-dire des créances bancaires ou autres, bon, disons plus généralement les titres financiers, font partie de cette pyramide que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez les marchandises déjà produites, vous avez la monnaie, qui de cette manière est une créance sur les marchandises déjà produites, dont vous ne pouvez pas être certain, parce que demain, les prix peuvent monter. Donc la monnaie que vous avez, vous ne savez pas exactement ce que ça vaut. Et puis vous avez ensuite les titres,
qui sont remboursables en monnaie, et puis au-dessus de la pyramide, vous avez des instruments dérivés qui sont remboursables en titres, par exemple les fameux CDS, Credit Default Swap. En fin de compte, c'est vous achetez une promesse que si votre obligation fait défaut, vous avez acheté l'obligation grecque, la Grèce ne rembourse plus, si vous avez acheté un CDS, on va vous donner une autre obligation à la place. En gros, ça revient à ça. Et ainsi de suite. Vous avez une pyramide comme ça. Et ça, c'est, première remarque, c'est ça l'économie. Tous ceux qui pensent qu'il est pertinent de faire une distinction entre l'économie réelle et qui pensent qu'il y a des échanges de marchandises, finalement, qui s'échangent entre elles, et que la monnaie et tout ça n'est qu'un voile, n'est qu'une superstructure virtuelle qui se met à s'abstraire de tout rapport avec l'économie réelle, se trompent totalement. Une économie est une économie monétaire de dette. Ce matin, j'ai dit monétaire, maintenant je vous dis monétaire et de dette. Comme tout titre de dette est une promesse, ça veut dire que le prix d'un actif financier, c'est simplement une évaluation largement mimétique, on l'a dit, de ce que va être l'avenir, de ce que les gens pensent que va être l'avenir. Et ce que je voudrais ajouter là, et c'est parce que ça va nous permettre d'en venir aux dettes souveraines, c'est que le volume des promesses qui circulent est toujours très supérieur, plus ou moins, mais toujours supérieur à ce qui sera effectivement honoré. Vous pouvez être certain que dans l'ensemble des titres financiers qui circulent, il y a ce que j'appelle un mistigris du nom du jeu de cartes, où il y a une mauvaise carte. En général, c'est un chat botté dans certains jeux. Et puis, on joue aux cartes, et puis celui qui perd, c'est celui qui, à la fin du jeu, a le mistigris. Bon. Donc, il y a un mistigris qui seront les promesses qui ne seront pas honorées, quels que soient les scénarios imaginables du futur, et tout le jeu consiste à ne pas avoir le mistigris au moment où cesse le jeu, donc à le refiler au dernier moment à quelqu'un d'autre. Bon. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé dans la crise de 2008. Il y a eu une inflation du volume des promesses, selon des mécanismes endogènes qui sont que l'industrie financière s'est montrée véritablement géniale pour inventer des promesses qu'elle revendait beaucoup plus cher que ce qu'elle valait, gardant ainsi les rendements et repassant les risques aux autres. Et est-ce qu'il y a eu trop de promesses ? Ah oui, beaucoup trop. D'ailleurs, on a bien vu. Alors, le mistigris, il est purgé. Périodiquement, il est purgé. La forme que prend la purge du mistigris est variable selon les systèmes financiers. Avant, c'était l'inflation. Maintenant, c'est le crack. Mais chaque fois, inflation ou crack, il s'agit de purger, ou guerre, il s'agit de... On purge le mistigris. Je reviendrai à la guerre. Bon. Alors, une partie de... Donc, c'est ce qui fait que quelqu'un a pu dire le seul moyen pour le capitalisme de réduire le chômage, c'est la guerre. Oui, il a réduit, mais on peut dire plus que ça. En effet, il réduit le chômage parce qu'on a un effort d'armement considérable à faire, et donc on embauche les gens. Tous les bras sont bons pour fabriquer des armes, mais aussi ça permet de détruire les dettes anciennes. Voilà. Bon. Qui pèsent sur les revenus futurs. Parce que c'est quoi ? Il y a des gens qui ont des droits, ils ont des droits sur les revenus futurs. Ils ont acquis des droits, ils croient qu'ils ont des droits sur les revenus futurs. Mais quand apparaît qu'il y a un mistigris, c'est-à-dire le volume des promesses est supérieur à ce que les autres qui n'ont pas ces promesses sont prêts à payer, s'enclenche une lutte à mort pour savoir qui va garder le mistigris, autrement dit, qui va subir l'effondrement du prix des actifs. Mais est-ce qu'il y a des déterminations objectives qui aboutissent au fait que le volume des promesses augmente ? Il y en a deux. Il y en a une qui est endogène à la finance et qu'on a évoquée ce matin, c'est que les acteurs financiers, dans la mesure où ils ont les moyens de garder les rendements et de passer les risques aux autres, ont tendance à prendre trop de risques, plus de risques. C'était le libéral qui disait « il n'y a qu'à poser des règles claires et rassurez-vous, les actionnaires des banques ne laisseront pas les managers des banques prendre trop de risques et les managers des banques ne laisseront pas les traders prendre trop de risques. »
Bon, c'est supposer un peu naïvement que les actionnaires des banques savent exactement ce que font tous les dirigeants des banques et que les dirigeants savent exactement ce que fait Kerviel. Peut-être le savait-il, mais enfin, en tout cas, quand il a commencé à perdre, là, il ne le savait pas. Il a fallu qu'il... Donc, il y a des asymétries d'informations partout, et donc, chacun étant poussé par, alors, je ne sais quelle pulsion, c'est vous qui me direz, à accumuler de l'argent, finalement, on prend trop de risques dans la finance. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, parce que si vous prenez trop de risques, vous êtes sûr de financer à peu près tous les projets utiles. Alors que si vous êtes timide, vous allez laisser de côté des projets qui pourraient être utiles à la collectivité même. Hein. Bon. Donc, prendre des risques en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais trop de risques, c'est trop par rapport à ce qu'on pourra ensuite réaliser comme promesse. Et puis il y a une deuxième raison qui ne tient pas à la finance elle-même, mais qui tient à la politique monétaire, qui est plus historiquement datée, qui est liée au rapport un peu singulier qu'entretient la Chine et les États-Unis, et qui est qu'on a une abondance de monnaie, finalement, si bien qu'il est très tentant et très rentable d'emprunter à moins 1% et de placer sur les marchés financiers, en prenant des risques, avec un gain potentiel de 15%. Tout le monde a envie de faire ça. Bon. Vous et moi, on ne peut pas le faire, particulièrement en France, emprunter pour jouer sur les marchés financiers, mais les banques, évidemment, elles peuvent le faire. Les banques et les institutions financières du shadow banking, qui elles-mêmes empruntent aux banques, puisqu'elles créent la monnaie. Bon, si vous créez de la monnaie, vous pouvez très bien la jouer avec, n'est-ce pas? Nous, on a quand même besoin de la gagner d'abord pour jouer avec. Bon. Bref, voilà pour deux raisons pour lesquelles il y a une enflure du mistigris, et donc, nécessairement, au bout d'un moment, les gens se disent, attendez, là, il y a un volume de promesses qui est tel que, même si on arrive à diviser les salaires par deux, parce que globalement, à la fin, le revenu se partage entre revenu du capital et revenu du travail. Même si on arrive à faire ça, il n'y en aura pas assez pour le capital à sa valorisation actuelle. Puis en plus, ce n'est pas forcément une bonne idée de diviser les salaires par deux, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra plus rien vendre aux gens. Et donc, il y a un problème. Alors, quand on s'aperçoit qu'il y a un problème, c'est là que le mimétisme entre en jeu. Les premiers qui s'en aperçoivent se disent « je sais qu'il y a un problème, mais les autres ne le savent pas. J'attends ». Et tout l'art, évidemment, c'est de comprendre quand ça bascule et de vendre juste avant. Bon. Dans toute cette histoire, je reviens à 2008, il y a eu un énorme mistigris. Il a été en partie purgé. Et il y a pas mal d'actionnaires, hein, des banques, y compris, qui ont pris une part du mistigris pour eux. Mais les États, pour des raisons que tout le monde sait, éviter le risque système, etc., ont prêté aux banques, d'ailleurs, leur ont en partie rendu, largement rendu. Hein, c'est faux de penser qu'on a donné des milliards d'argent public aux banques. Non, on leur a prêté de l'argent. Dans certains cas, on les a en effet refinancés. Et bref, une partie du mistigris s'est retrouvée dans la dette publique. C'est vrai. Bon. Plus d'ailleurs parce que la croissance a ralenti que parce qu'on avait délibérément refinancé le système financier dans sa partie qui était en faillite. Bref. On a donc là un exemple de dette donc, qui visiblement est excessive au sens où les débiteurs ont du mal à rembourser, hein, les États ont du mal à rembourser, et qui donne lieu tout simplement à une lutte très actuelle, parce que quand on regarde chaque titre de dette, on peut avoir l'impression que c'est du transfert d'argent dans le temps. J'ai emprunté de l'argent, je dois le rendre plus tard. Mais si vous prenez les choses de façon en termes macroéconomiques, si vous voulez, les stocks n'ont pas d'importance. 2000 milliards de dettes en France, dette publique. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça représente les intérêts de cette dette, simplement les intérêts, 30%, je ne sais plus les chiffres exacts, mais de l'ordre de 30% des recettes publiques. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui se passe, on croit qu'il y a un stock de dettes qu'il faut rembourser. Mais non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont des droits à une partie des recettes fiscales. Voilà. Il y a des gens, alors on les connaît, il y a des Français, des étrangers. In fine, ce sont des sujets, des acteurs économiques, des sujets. Mais c'est quoi leur intérêt à prêter qui ont droit à une partie de... Oui, ils ont droit. Ils ont droit. C'est le titre de dette. Et puisque les États ont du mal à rembourser. Eh bien, quand les États ne peuvent plus rembourser, ils leur disent, écoutez, ils disent à leurs contribuables, dormez maintenant, ce sont les rentiers qui ne dorment plus. Et c'est toujours possible. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une affaire de répartition, de lutte autour des revenus créés, contemporaine. Ce n'est pas du tout un problème de notre génération qui s'endette et la génération future va rembourser. Ce n'est pas du tout ça le problème.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un partage des recettes fiscales tel qu'une partie de ces recettes fiscales vont de droit aux détenteurs. Mais pourquoi vous dites que c'est une affaire entre contemporains? Parce que ceux qui payent aujourd'hui des impôts, c'est nous, et ceux qui reçoivent les intérêts de la dette publique, c'est nous aussi. Ce n'est pas les mêmes, mais c'est complètement contemporain. Vous voyez ? Et c'est susceptible de changer par des modifications des règles de ce partage contemporaines. Bon, c'est ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, le gouvernement grec a dit moi, je ne peux plus payer ce flux d'intérêts. Alors, ensuite, on lui a dit si, il faut le payer quand même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, ça, c'est le cas. C'était les créanciers de la Grèce qui ne dormaient plus. Mais là, on commence à discuter. On dit vous allez quand même en payer une partie. Alors, c'est là qu'interviennent des tas de choses que vous pouvez, qu'on a bien vues, mais que vous pouvez analyser mieux que nous. Les Allemands ont peut-être voulu, enfin les Allemands, le gouvernement allemand a voulu, quelque part, punir le gouvernement grec. Bon, c'est clair. Et à travers le gouvernement grec, les Grecs eux-mêmes, qui l'ont bien senti comme ça. Mais, froidement, il s'agit de quoi? Il s'agit de discuter si les flux qui venaient des contribuables grecs et qui allaient aux détenteurs de dettes publiques grecques, allemands, français, etc., allaient continuer ou pas. Voilà. Mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans votre cas, la science économique, la dette ne se transmet pas? Pas forcément. Elle tourne. Les titres de dette peuvent être achetés en permanence et donc elle peut circuler. Les titres de dette circulent, mais ce ne sont jamais, je répète, que des droits sur le revenu de l'année prochaine. Même pas dans 20 ans ou 30 ans. Si vous prenez les choses dans son ensemble, le volume des titres financiers qui circulent donne droit au partage immédiat des revenus. D'accord. Et c'est le conflit sur le partage immédiat. Donc la causalité, c'est que le conflit sur le partage immédiat des revenus donne un prix au titre de dette. Bon. C'est pour ça que, par exemple, Piketty, il dit « c'est inquiétant, le patrimoine augmente. Il atteint maintenant, par rapport aux revenus, justement, un volume qui est à peu près ce qu'il était en 1914. Juste avant 1914. Et donc, bon... Oui, mais ça s'est produit une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été détruit, ce capital. Dans son livre, il y a des chiffres. Son livre est merveilleux par la balance de chiffres qu'il y a. Mais les destructions physiques du capital ont été de l'ordre de 10%. Le reste, c'était simplement, il a perdu de sa valeur. Bon. La conclusion du livre de Piketty, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il va se passer quelque chose qui va détruire massivement une partie des promesses accumulées. Donc on peut se rassurer, ça ne va pas continuer comme ça. Et ce qui va se passer va être de l'ordre de la répartition. Alors par exemple, on peut se demander, est-ce que les Chinois vont rembourser leur dette? Est-ce que les Américains vont rembourser la dette qu'ils ont contractée? Les Américains, c'est-à-dire l'ensemble des résidents du territoire américain, vont rembourser la dette qu'ils ont contractée auprès des Chinois et qui est dans les mains d'organismes étatiques chinois. La réponse est non. René Major, une précision. Comment ça va se passer? C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est ça qui va détruire de mistigris, avoir des effets intéressants sur les taux de change, etc., etc. Avant de savoir comment ça va se passer, reprécisez-nous, on est toujours déjà endetté chez vous, et en plus la dette se transmet. Oui, mais écoutez, ça je crois suivre assez bien ce que vous dites, Pierre Noël, mais si je me mets à la place, par exemple, du couple américain qui travaille, je parle des subprimes, qui a emprunté, puisque on a voulu favoriser de pouvoir satisfaire ses désirs, c'est pas des désirs, des souhaits, le plus vite possible. Donc vous pouvez avoir une voiture, 2 voitures, une maison. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez emprunter, et tout en sachant que les banques pouvaient aussi, certaines banques pouvaient prêter à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser. Au moment où arrive le crash, les gens qui perdent leur maison, par exemple, leur voiture, leurs biens, qui doivent partir avec ce qui leur reste, on n'est plus du tout dans le... je comprends que c'est à l'intérieur du système que vous expliquez, que vous développez, mais ça a des conséquences énormes. C'est comme s'ils perdaient, comme autrefois,
ceux qui ne payaient pas, on pouvait leur acheter une jambe ou un bras, mais c'est exactement l'équivalent. On leur prend quelque chose qui On fait leur prend partie. quelque chose qu'ils n'avaient pas. On leur a fait une promesse et non, on leur prend rien du tout. On leur avait fait une promesse et on dit cette promesse ne sera pas honorée. Parce que Alors on retombe sur le problème de la croyance. oui, mais en plus, je pense que Faire croire, là, on fait croire. Et on croit. bon, Pourquoi on croit? je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il n'y a en pas, général, les gens qu'il qui n'y a achètent pas une de maison, c'est pauvres aux pas pour, États-Unis, etc. Mais en vérité, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut lire les choses de mon point de vue. Bon. Dans cette affaire des subprimes et tout ce qui a suivi, tout le monde, sans aucune exception, est parfaitement rationnel. Bon. Parce que le ménage américain, tout le monde est parfaitement rationnel et sait ce qu'il fait. Non, je vous propose cette hypothèse de travail. Ah, d'accord. Bon. Le ménage américain qui s'endette pour acheter une maison en prenant un crédit subprimes, il n'a pas de maison. Oui, savoir ce que c'est. Il n'a pas de maison, puisqu'il s'endette pour acheter une maison. OK? Alors, un crédit qu'on a appelé subprime, ce sont des crédits dont les clauses de remboursement sont assez spéciales, au sens où, au début, vous ne remboursez rien, et puis ensuite, vous remboursez beaucoup plus, et puis ce sont des crédits hypothécaires. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas rembourser, on vous prend la maison, vous gagez la maison, voilà. Ils sont simplement subprimes parce qu'ils sont, en vérité, plus risqués qu'un crédit normal et consentis à des gens qui, statistiquement, on sait qu'ils ne pourront pas les rembourser. Bon. Prenons l'hypothèse... il y a certains crédits en France qui sont comme ça, bien sûr. Oui, ce n'est pas une spécialité américaine. Sauf il se trouve que là, les banques ont été particulièrement... alors, on va dire qu'elles ont pris des risques, etc. Pas du tout, parce que... Laissez-moi vous raconter rapidement l'histoire. Donc, le ménage américain, il n'a pas de maison. On vient le démarcher et lui proposer un crédit où on lui explique que, de toute façon, les prix de l'immobilier vont monter. Donc, même si à la limite, il ne peut pas rembourser, ce n'est pas grave, parce qu'il va revendre sa maison, qui sera plus cher que ce qu'il a acheté. Donc, il aura au moins la différence entre le prix de vente de sa maison et le prix auquel il a acheté. Donc, il se trouvera sans maison, mais ayant gagné un peu d'argent. Donc, le ménage américain en question, je fais l'hypothèse que ce sont des gens intelligents. Ils savent qu'il y a une bonne chance qu'ils ne pourront pas rembourser, mais s'ils ne peuvent pas rembourser, néanmoins, ils ne perdent rien. Parce que, alors on va dire, ils perdent leur maison. Mais non, mais leur maison, ils ne l'ont pas. Hein, ils n'ont pas la maison qu'ils espéraient. Ils l'ont habité quand même. Oui, mais ils habitaient avant une maison louée. Je vous ai dit, il faut penser flux. Au lieu de payer un loyer, ils payent des intérêts. Mais ça ne change strictement rien. Ils ne sont toujours pas propriétaires de leur maison. Encore. Bon, pas encore. Bon. Celui qui leur a placé le crédit, lui, il est payé à la commission. Donc, il ne va être pas regardant sur les critères, est-ce que le ménage va pouvoir rembourser ou pas. Quand même, la banque leur demande un petit peu quels sont les revenus, etc. Alors, il dit, bon, écoutez, vous gagnez $1000 par mois, n'est-ce pas? Ah non, je gagne que 700. Mais mettez 1000. L'année prochaine, vous allez gagner 1000, n'est-ce pas? Oui, j'espère. Bon, alors, mettez 1000. Bon. Les banques, donc le courtier, il est intelligent, il fait son métier, il faut qu'il place le maximum de crédits subprime. Les banques, pas des imbéciles, des banques. Il y a de la fausse monnaie. Hein. Oui, bien sûr, c'est des promesses. Vous appelez ça fausse monnaie, moi j'appelle ça promesse. Les banques, elles se disent, bon, ça c'est des mauvais crédits. Qu'est-ce que je peux bien en faire? Eh bien, je les titrise et je les revends. À qui? À des gens à qui on propose des trucs alors très compliqués, des asset-based securities, etc., c'est-à-dire des produits de la titrisation. Puis alors là, l'ingénierie financière intervient, ils achètent des trucs dont ils se doutent bien que c'est risqué, parce que ça n'a pas l'air quand même très simple, mais c'est noté AAA par une agence de notation. Or, dans leur statut, à eux qui gèrent par exemple des caisses de retraite, etc., justement pour qu'ils ne prennent pas trop de risques, leur statut dit vous n'avez le droit d'acheter que des actifs qui valent AAA. Alors, entre deux actifs AAA, je prends celui qui rend le plus. Et naturellement, ces crédits sophistiqués, ces instruments sophistiqués titrisés donnent 0,1% de plus que la bonne vieille obligation d'État où on sait à qui on a prêté de l'argent, le Trésor américain, bon, qui fait pas faillite.
Et ainsi de suite. Alors vous me direz, mais les agences de notation, elles, pourquoi elles donnent AAA, etc. Ben, elles donnent AAA parce que, d'une certaine manière, elles ne savent pas plus que les autres quel est le risque qu'il y a là-dedans, et selon toute apparence, ça pourrait mériter ça, etc. Donc, comme il faut trouver un bouc émissaire, on va dire, ben, c'est eux qui sont à l'origine. Eux, ils ont vraiment trompé leur monde, etc. Mais non, parce que les agences de notation sont payées pour ça, et c'est quand même très compliqué de prévoir à l'avance qu'il va y avoir une crise, que ça va dégénérer, et que tous ces titres ne vaudront rien, parce qu'il n'est pas complètement exclu non plus que le marché immobilier américain continue à être assez soutenu, et que la promesse soit une vraie promesse, et qu'elle puisse être honorée. Et ainsi de suite. Vous pouvez continuer. Tout le monde dans cette affaire est totalement et parfaitement rationnel. Et, je répète, ça se solde par des transferts de revenus entre tous ces gens-là. Les plus malins s'en sortent mieux que les autres, les mieux informés s'en sortent mieux que les autres. L'asymétrie d'information, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui sont toujours mieux informés que les autres, est totalement irréductible, donc ça va recommencer. Ça va recommencer indéfiniment. Et je peux vous dire, on commence à sentir les prémices de la prochain gonflement du mistigris, et ça se traduira en finance de marché global par un nouveau crack. Alors maintenant, évidemment, les gens sont prévenus. Alors non, le jeu, c'est de dire, ça va démarrer sur quoi? Alors moi, je lis la presse, pas plus. Je vois par exemple que les crédits aux étudiants aux États-Unis commencent à prendre des proportions phénoménales. Alors toujours pareil, au départ, il y a un système social. Le système social subprime, c'était des gens n'avaient pas de maison, ils voulaient des maisons. Maintenant, c'est les Américains qui ne peuvent pas se payer les $50 000 par an que coûte l'éducation à Harvard. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils empruntent. Ils empruntent. C'est pas absurde. Normalement, quelqu'un qui fait Harvard, il aura un bon métier pour rembourser. Mais si tous les étudiants des États-Unis commencent à s'endetter pour toute leur vie, vous voyez bien qu'il va y avoir un petit problème quelque part. Il faut être certain que les banques qui font ces crédits aux étudiants, elles vont les titriser, elles vont réussir à passer ça. Alors, à qui? Il y aura sûrement des gens et qui on va expliquer que c'est des bonnes promesses. Et c'est parti. C'est reparti. Alors, je ne dis pas que ce sera des crédits aux étudiants, ce sera peut-être autre chose, mais vous pouvez être certain que ça va continuer. Voilà, tant qu'on n'aura pas pris des mesures un peu drastiques, dont c'est peut-être pas l'objet d'en discuter, parce que, bon, voilà. Alors, René Major, en écoutant Pierre-Noël Giraud, bon, je dirais pas que c'est un système auto-référentiel, mais bon, vous avez répété plusieurs fois, tout le monde est intelligent et tout le monde est rationnel. Ça, c'est un postulat de l'économie, voilà. C'est effectivement un postulat. L'économiste fait une vision du monde très optimiste, que tout le monde est intelligent. Alors, tout le monde est intelligent, tout le monde est rationnel, mais bon, chez vous, René Major, il y a d'emblée un système de renvoi, disons, entre l'économie de la dette, l'économie du sacrifice, l'économie de la cruauté. Il y a là quelque chose qui se noue chez vous, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez quoi précisément, dans la mesure où, visiblement, vous n'avez pas du tout la même approche, disons, de la dette, même si vous tenez compte, évidemment, de ce que vient de dire Pierre-Noël Giraud. Et répondez là-dessus. D'accord. Des cruels avec vous. Cruel. Mais on ne peut pas parler sans être au moins un peu cruel. Je reviens au fait que, si vous voulez, effectivement, pour moi, il y a toujours derrière cette intelligence des systèmes économiques, d'abord de la part des sujets qui font des théories économiques. Je ne parle pas de vous, je pense à deux en particulier, et à l'école de Chicago. Ce n'est pas non plus par hasard qu'une théorie économique va dans un sens ou dans l'autre. On pourrait le dire de Marx aussi bien, mais oui. Je reviens. Pour prendre deux prix Nobel de l'école de Chicago, en 1976, Frédéric Hayek, eh bien lui, il disait que son maître à penser, c'était le bon docteur Mandeville, qui avait écrit des traités sur l'hystérie, l'hypocondrie, etc., et qui disait à ses patients, l'essentiel, c'est de satisfaire vos pulsions. Et il allait jusqu'à dire, il a écrit la fable des abeilles, il a eu à la fois énormément de succès, ça a d'abord fait scandale,
mais disait que c'était bon pour la nation, bon pour l'économie en général, bon pour le pays, bon pour tout le monde. Eh bien, ce qui correspond un peu à l'idéologie aussi, vous en avez parlé, de ceux qui ont voulu la déréglementation des marchés, et ainsi de suite. C'est au nom, en fait, pas seulement d'un certain fonctionnement de l'économie, c'est basé aussi sur une certaine économie pulsionnelle, qui serait que l'absence de restrictions ou l'absence de règles dans l'économie de marché, comme voulait Hayek, etc., comme voulait, pardon, après Bretton Woods, Keynes, il voulait des règles. Donc il pensait également que ça éviterait les crises. Eh bien, donc, pour lui, c'était vraiment basé sur une certaine théorie de l'économie des pulsions sans restriction, ce qui a fait dire à quelqu'un qu'il était pré-freudien, mais Freud, c'est pas ça du tout, puisque Freud, c'est quand même la dictature de la raison sur les pulsions. Les pulsions, on peut en parler, on peut en analyse par exemple, autant qu'on voudra, mais il y a déjà une transformation en langage, on n'est pas simplement dans le passage à l'acte, des pulsions. Bon. L'autre prix Nobel de l'économie en 1975, Milton Friedman, lui a été au moment de la collaboration des Américains avec le Chili pour soutenir Pinochet, l'économiste de Pinochet, et en affirmant qu'une dictature libérale valait beaucoup mieux qu'une économie où il n'y aurait pas de libéralisme des marchés total. Bon, je veux dire, on ne peut pas séparer la pensée économique ou certaines pensées économiques d'une certaine... la dissocier en quelque sorte d'une pensée concernant le fonctionnement psychique, concernant, ça peut tenir aussi à une idéologie carrément, plutôt la dictature. Oui, mais bon... Et donc on a reconnu leurs compétences sur le plan économique. Oui, non mais... à tort ou à raison. D'abord, de l'économie pulsionnelle, les économistes, même Mandeville, et en tout cas Smith, oui, c'est Smith, retiennent ceci, que le bien collectif sera atteint par la poursuite par chacun de son intérêt, on peut traduire pulsion, individuelle. Mais attention, ça ne veut pas dire que chacun fait n'importe quoi, parce que justement, le fait que chacun fasse n'importe quoi crée des interactions qui font que ça limite la capacité des autres à faire n'importe quoi. Bon. Tout le monde connaît la célèbre formule de Smith. Je n'attends pas mon pain quotidien de la bénévolence du boulanger, mais tout simplement de ce que le boulanger est en forte compétition avec d'autres boulangers qui tous cherchent non pas à faire du pain, mais à gagner le maximum d'argent en faisant du pain. Mais le résultat de tout ça, comme ils font tout ça, c'est que moi j'ai du pain. Et plutôt bon marché, à son coût de production. Vous voyez ? C'est ça que retiennent quand même de la pulsion les économistes. Bon, et quelqu'un comme Hirschman rajoute dans son livre « Les intérêts et les passions » qu'on n'ignore pas non plus, nous, économistes, qu'il y a des intérêts, du calcul, mais il peut y avoir des passions. Ce matin, je vous ai dit, dites-moi quelles sont les passions du trader, je vous fais un modèle de trader. Moi, je suis agnostique. Je prends ce qu'on veut comme motivation du trader. Bon. Oui, mais sur cette question je veux quand même répondre une seconde. Les autres parce que là, il y a comme une roue qui tourne, là. Depuis cette question des vices privés et des vertus publiques. Oui. Notre ami Daniel Mesguich, qui vient de jouer Pascal, en connaît un bout sur cette question. Ce que vous appelez intérêt personnel, c'est ce qu'on appelle au XVIIe siècle la concupiscence. C'est-à-dire à partir du moment où M. de Pascal commence à s'intéresser avec son entreprise de carrosse à un sol
et qu'il est l'inventeur des premiers omnibus parisiens, et qu'il s'aperçoit que ces omnibus vont lui rapporter un argent régulier et suffisant, j'allais dire, c'est presque comme le principe de raison suffisante, c'est-à-dire qu'il y a là comme une... c'est pas pour rien que Mandeville arrivera après, il y a là comme une coupure qui donne naissance, disons, au fait que, à l'intérieur de la science économique elle-même, il y aura ceux qui s'occupent des intérêts égoïstes et personnels, et puis il y aura, jusqu'à Mauss, en partant de Smith, les gens qui vont s'occuper de l'altruisme, c'est-à-dire du bonheur commun, ou aujourd'hui de ce qu'on appelle le bien-être. Donc il y a toujours... Mais en pensant que le bonheur commun va contribuer au bonheur personnel. Absolument, absolument. Ou alors, c'est ce que... où l'on dira que l'efficacité des marchés ou de ceci, etc., va produire un bonheur collectif X, etc. Bref, on retrouve donc cette dichotomie entre l'individuel et le collectif, à tel point que quand on a mis en scène ce matin le trilogue, on voit bien que s'il y a un point commun aux trois, aux libéraux, aux keynésiens et aux marxistes, écologistes, c'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'on essaye de faire quand même que ce que vous appelez l'intérêt personnel et l'intérêt collectif, ça colle. Or, on s'aperçoit que ça colle pas. On s'aperçoit que ça colle pas. Donc c'est là que on peut refermer la porte du cycle ouvert par Pascal et Mandeville, parce que quand même on a l'impression que sur ce point en tout cas, les choses se répètent. Attends, Philippe, là je vais être un peu provoquant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça colle pas? Ça veut dire que ça colle pas, c'est-à-dire que il y a la, on le voit à la fois dans les ouvrages anti-utilitaristes aujourd'hui, où on le voit. Alors là, je ne sais pas, je ne veux pas développer, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui ne colle pas, c'est en tout cas la manière dont on articule intérêt individuel et intérêt collectif. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je croyais que vous vouliez dire ça ne colle pas parce qu'il y a 1 milliard d'individus que j'appelle, que Paul Collier a appelé le milliard de bas. Il y a de la misère, il y a des gens... moi, je préfère... Non seulement il y a des pauvres, mais il y a pire que ça, il y a des hommes inutiles. C'est pas qu'ils sont surexploités, c'est qu'ils sont même pas exploitables. Voilà, c'est pire. D'une certaine manière, c'est pire, parce que vous n'avez même pas de quoi vous révolter. Vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette inutilité. Bon. Donc ça, on a vu ce matin que le mendiant, il jouait son rôle et qu'il questionnait la bourgeoisie. C'est-à-dire, le mendiant, c'est bien... voilà, dans le cas de la fable de Baudelaire, ou même à la sortie du tabac du Dôme, moi aussi je fréquente le tabac du Dôme, on les connaît, etc. Mais si vous êtes entouré d'une nuée de mendiants qui finissent par être agressifs, là vous vous enfermez dans des gated communities de plus en plus, vous fermez tout autour de vous, et puis vous payer des polices privées, parce que la police publique n'en fait pas assez, pour repousser quand même les mendiants et les inutiles. Donc, oui, mais la question que vous posez, effectivement, c'est comment il se fait qu'un système peut produire cela plutôt qu'autre chose. Non, mais évidemment, mais c'est à la fois la question du mimétisme et peut-être de cette sphère, des deux sphères, égoïsme et altruisme, qui continuent malgré tout à fonctionner et qui ont changé de nom depuis Smith. Mais je croyais que ce qui ne collait pas, c'était la thèse, c'était l'articulation entre la poursuite par des acteurs individuels ou collectifs, des firmes ou des individus d'intérêt privé, et l'idée que, sous certaines conditions, tout ça se traduit finalement résulte dans un progrès collectif. Alors, il faudrait interroger la notion de progrès. Là, je peux faire une parenthèse sur la question, mais non, je ne la ferai pas. Mais ça colle pas si c'est l'économie en tant que discours n'est pas capable de repenser cette question, de la reformuler, c'est pas vrai. Alors là, il faut que je dise quand même que dans la théorie contemporaine de l'économie, ces questions sont absolument au cœur
des réflexions, et précisément, il y a longtemps qu'on sait que ce n'est pas aussi simple que ce que disait Smith. Donc, il y a des imperfections de marché, il y a des phénomènes qui s'amplifient, autoréalisateurs, il y a des déséquilibres, et de ce point de vue-là, on a quand même une analyse un peu plus sophistiquée, disons. Je dis moi-même que le mimétisme, on ne savait pas quoi faire avec, complète, insatisfaisante, mais enfin, qui avance. Maintenant, que les résultats de tout ça, que de l'économie réelle, enfin, donnent aujourd'hui des situations qu'on peut considérer selon certaines normes éthiques, hein, parce qu'il y a toujours une norme. Pourquoi moi je m'intéresse, je dis c'est l'homme inutile, c'est ça l'enjeu fondamental, et toutes les politiques économiques doivent être orientées vers l'extraction de ces gens-là de leur trappe, et ensuite la réduction des inégalités. Et ça, c'est un jugement de valeur qui m'est parfaitement personnel. Je ne sais pas en tant qu'économiste que je dis ça. En tant qu'économiste, je me dis, bon, bah alors qu'est-ce que je vais faire maintenant pour... qu'est-ce que je vais recommander pour qu'on aille dans cette direction? Mais vous voyez bien, ce matin, j'ai dit, il y a des questions internes à l'économie. Est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux? Quand vous dites en tant que et en tant que, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que mes jugements de valeur dépendent du fait que je suis un économiste. Ou le contraire. Ils dépendent aussi de mon inconscient, par exemple. Ah, ben très bien. Oui, bien sûr. Absolument, mais bon, par exemple, moi je pense que... Mais ça a même des implications sur la théorie économique. Je pense que la croissance, ça ne veut rien dire du tout. Rien du tout. Donc je ne suis même pas pour la décroissance. Je ne suis ni pour la croissance, ni pour la... Je dis la croissance, c'est un concept qu'on mesure, mais qui ne signifie rien subjectivement. Par exemple, je pourrais vous poser la question... il y a combien d'années que le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse par habitant de la France, était la moitié de ce qu'il est aujourd'hui? Il y a combien de temps? Les années 50? Les années 70? Il y a 15 ans? Bon. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Moi, je peux vous répondre en regardant les statistiques de l'INSEE, je n'ai même pas la réponse en tête. C'est il n'y a pas très longtemps. Il y a 15 ou 20 ans. Vous croyez vraiment que notre richesse a doublé depuis 20 ans? Subjectivement, le sentiment qu'on a tous, c'est que depuis 20 ans, ça va plutôt, en moyenne, moins bien. Il y a plus de chômage, il y a plus d'inégalités, etc. Donc, la croissance ne veut strictement rien dire du tout. Rien. C'est une des critiques que j'ai à Piketty, à l'égard de la théorie de Piketty. Dans son système, la croissance du stock de capital, la croissance tout court, c'est central. La croissance économique, la croissance du stock. Le seul indicateur d'un progrès, à mon avis, le seul, ce serait le temps libre. L'homme n'est pas sorti du règne de la nécessité. Bon, c'est clair. Donc on n'en est pas... Les conditions du communisme ne sont pas réunies. Les inégalités, ça peut être un élément. Mais si on cherche... Je vais y venir. Bon, à mon avis, la chose fondamentale, c'est les inégalités, subjectivement. Mais même essayons de réfléchir à ce que pourrait être une mesure du progrès économique. Bon. Non, mais ça, c'est les inégalités. Mais c'est une question très importante, parce que quand vous parlez d'inégalité, les gens vous disent, oui, mais attendez, l'inégalité, c'est le partage de quelque chose, il faut d'abord que ce quelque chose croisse. C'est la métaphore du gâteau. Il n'y a pas de métaphore plus idiote et introduisant de la confusion que celle du gâteau. L'économie s'occupe à faire grossir la taille du gâteau, donc son problème c'est l'efficacité, et ensuite la politique, si on désire être plus égalitaire, on prend chez Paul et on le donne à Pierre, et puis voilà, on obtient le niveau qu'on veut. Cette séparation est absurde, mais j'en suis pas là. Qu'est-ce qui mesurerait le progrès économique? Puisqu'on est sous le règne de la nécessité, c'est ce qui reste à l'homme de temps quand il a fait ce qu'il fallait pour satisfaire aux nécessités. Voilà. Il y a une petite minorité de gens dans le monde pour qui le travail est un plaisir, pour beaucoup, c'est ça le règne de la nécessité. Quand le travail sera un plaisir pour tout le monde, on sera sorti du règne de la nécessité. Mais ce n'est pas le cas. Alors, si vous prenez ça, vous voyez que ce qui compte, c'est l'allongement de la durée de vie, et deux, ce qu'on fait de la journée, ou de sa vie. Éducation, travail, retraite. Bon. Si vous prenez ça, vous vous apercevez, premièrement, que le continent qui a connu le progrès le plus rapide ces 30 dernières années, c'est qui? C'est pas la Chine, c'est l'Afrique. Parce que c'est en Afrique que la durée de vie a le plus augmenté. Bon.
Deuxièmement, vous vous rendez compte quels sont les gens qui ont connu une décroissance de leur bien-être phénoménale ces dernières années, c'est les traders. Parce qu'un trader n'a pas de temps libre, du tout. Pas du tout. Il passe son temps à travailler, et puis de temps en temps, il s'offre 2 jours de débauche quelque part, qui font d'une certaine manière partie de la reconstitution de sa force de travail. Donc tout ça n'est pas du temps libre. Bon. Vous voyez, si on voit les choses comme ça, on arrive à des conclusions un petit peu contre-intuitives. Hein. C'est pour vous dire que la croissance, ça ne veut rien dire. Alors, moi, je pense que la seule chose qui est importante, c'est les inégalités, subjectivement, et puis, je peux montrer qu'économiquement aussi, c'est très important. Ce matin, vous avez peut-être vu que le libéral citait Rawls. Rawls, c'est intéressant parce qu'il cherche un critère de ce que c'est qu'une bonne politique économique. Hein. Il se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne organisation sociale? Donc on peut étendre, qu'est-ce que c'est qu'une bonne politique économique? Et Rawls répond, c'est celle qui améliore le sort des plus défavorisés. Je fais court. Hein. Même si pendant ce temps-là, les riches sont 10 fois plus riches, du moment que les plus pauvres voient leur situation s'améliorer, donc de nouveau cette idée de progrès, c'est bien. Mais on peut avoir une vision complètement différente, que ce qui importe à chacun, c'est pas combien il gagne cette année par rapport à il y a 5 ans, c'est est-ce que les écarts entre lui et les autres se sont accrus. À mon avis, c'est beaucoup plus vraisemblable que ce soit ça le bon critère. Bon. Surtout une fois qu'on est sorti de une pauvreté telle qu'on meurt. Hein. Bon. Voilà, donc si on prend ça comme critère de jugement et des évolutions et des politiques économiques, on aboutit à des choses radicalement différentes. Alors, double assujettissement aux mécanismes économiques et aux mécanismes pulsionnels? Oui, en quelque sorte. Mais parce que pour moi, telle ou telle théorie économique fait feu d'un certain type d'économie libidinale. Là, c'est une occasion de parler de ce que j'appelle l'auto-immunité à la suite de Derrida en particulier, qui commence dans Foi et Savoir à parler de ça à propos aussi bien de la science que de la religion. Mais il en parle également à propos de l'histoire des Twin Towers en 2001. Je pense que depuis, c'est pas indépendant de la façon dont la théorie du libéralisme en est venue à son complet dérèglement, enfin sa déréglementation. Et je comprends que vous puissiez expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur de ce système, et même de cette déréglementation. Mais je trouve que, d'une certaine façon, c'était, par exemple, jusqu'à la chute du mur de Berlin, et qu'il y avait la guerre froide, il y avait en quelque sorte une certaine prise en compte de ce qu'était une économie de type totalement différent. Et c'est comme si, à partir de ce qu'on a cru être le triomphe du libéralisme dans tous les pays, cet ennemi intériorisé, cet extérieur à l'intérieur de soi, et vous m'interrogez sur la compulsion de répétition, justement, c'est, je crois, ce qui cause la répétition, c'est la cause de la répétition, ce qui qui met en jeu la compulsion de répétition, comme le traumatisme. Au fond, regardez comment c'était, et Philippe le rappelait ce matin, comment ça a été vécu 2001. On a repassé la scène tout le temps, souvent. On le répète tous les ans. Vous me direz pour qu'on se souvienne ou pour qu'on oublie, peu importe. Mais il n'y a pas seulement. C'est qu'il y a à la fois l'horreur et la fascination. Une espèce de jouissance à revoir cette scène extraordinaire, non? Qui peut, avec un avion, 2 avions, abolir 2 tours? Non, mais moi j'irais même au-delà. Je connais des gens qui... Oh, c'est le symbole quand même du capitalisme.
qui, quand ils ont vu ça, qui ont eu des réactions assez mélangées. Un, c'est affreux, et deux, c'est quand même un symbole de l'Empire américain qui s'effondre. Oui, bon. Voilà. Oui. Oui. Bon. Alors, depuis, justement, cette hégémonie américaine, se sentant atteinte, se met à envoyer des soldats en Afghanistan, en Irak, etc., pour à la fois de bonnes et de mauvaises raisons. En Irak, pour les plus mauvaises, certainement, mais pour d'autres raisons qu'on connaît, le pétrole et ainsi de suite. Alors que c'était déjà prévu, avant même le 11 septembre, par les néoconservateurs. Comme l'événement du 11 septembre n'était pas totalement non plus imprévu, mais enfin, il a joué le rôle traumatique quand même, parce qu'il y avait eu des rapports qui avaient indiqué qu'il y avait quelque chose qui se préparait, et en particulier venant de Ben Laden. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de négocier différemment, je dirais, avec ce qu'il considère, ce que l'Empire à ce moment-là considère comme son ennemi, mais en reconnaissant qu'il y a quelque chose dans l'Empire lui-même qui fait que cette altérité radicale existe, parce qu'on a Bush parlait des États voyous. Hein? Donc il fallait éradiquer les États voyous dans le monde, plutôt que de reconnaître qu'il y avait quand même beaucoup de voyous dans l'État américain, dans le système américain lui-même. C'est ce que j'appelle quand le système immunitaire, au fond, s'attaque lui-même, hein, ne se défend plus ou produit tellement de défense qu'il en vient à attaquer son propre système. Alors, je trouve que depuis, au fond, le mouvement djihadiste n'a fait que se répandre à travers le monde. Hein. Alors, comme aurait dit Baudrillard, ce n'est pas d'abord un État organisé comme tel qui proteste contre, disons, les États-Unis, mais c'est une dissémination des singularités, hein, qui n'acceptent pas cette globalisation, ce système, qui repose quand même sur un système économique que vous connaissez très bien, donc que vous décrivez très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça a des conséquences énormes, parce que maintenant, ces protestations singulières s'agglutinent, se regroupent, jusqu'à vouloir justement créer un nouveau califat, l'État islamique, qui, en même temps, remue tout un retour du refoulé de l'histoire, c'était d'anciennes colonies anglaises, françaises, et ainsi de suite, où a été laissé, en quelque sorte, des explosifs partout et qui reviennent à la figure des colonisateurs, de ceux qui n'ont pas prévu laisser les pays dans d'autres conditions, en découpant les pays d'une manière certaine, arbitraire. L'Empire ottoman volant en éclats, on recrée des pays, etc., mais qui ne correspondent pas à une certaine réalité par rapport aux peuples qui sont là, aux langues, et ainsi de suite, aux coutumes, et voilà. Non mais René, alors là je vous ai écouté très attentivement. Merci. Mais on est en train de passer à notre dernier thème là. De glisser à notre dernier thème, qui est en fin de compte la politique aujourd'hui, et ses rapports avec l'économie et avec l'économie libidinale. Bon, voilà. Bon. Alors un petit mot pour glisser dans le dernier thème là. Une des questions effectivement. Et on peut, je crois, commencer par là, pour ce dernier dialogue. Finalement, on a pas mal de diagnostics. Je veux dire, quiconque, alors évidemment, il faut mettre de l'ordre, mais veut se renseigner aujourd'hui sur l'inégalité du monde, sur les politiques économiques possibles, sur les biens communs, etc., ou dans tout autre domaine, on peut le faire, et c'est vrai, je
je crois que même Pierre-Noël Giraud, vous n'hésitez pas à un moment à employer l'expression, mais c'est dans un livre futur, je ne sais pas si c'est démocratie des experts, mais enfin, vous avez l'air, disons, plutôt, et je crois à juste titre, disons, optimiste sur les gens qui ont les capacités, disons, pas simplement de nous fournir les bonnes modélisations, mais de nous fournir, disons, à la fois le diagnostic et les méthodes, nous permettant quand même de nous faire une vision relativement orientée de l'avenir et du futur. Est-ce que, une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon, est-ce qu'il y a des moyens de, non pas de l'empêcher, mais enfin, disons, de faire qu'il ne soit pas, qu'il ne perdure pas en tant que consentement? Pierre-Noël Giraud. Oui. Mais je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les questions qu'a posées René. Et en fait, ça tourne autour de la conflictualité politique et de son lien à la conflictualité économique. Bon. Je me lance dans une périodisation vraiment à grand coup de serpe, avec les remarques suivantes. Jusqu'à Lénine et Rosa Luxembourg, les choses sont claires. La conflictualité économique est amoindrie dans les pays impérialistes par l'impérialisme, justement, et l'impérialisme conduit à la guerre. Donc, vous voyez, il y a une articulation conflictualité économique et conflictualité entre États, guerre, qui est simple. Bon. Une prédiction qui s'est quand même réalisée. Hein. C'est pas si mauvais que ça, du point de vue de la prédiction. Bon. Aujourd'hui, comment se présente l'articulation c'est ça qui a changé, entre... Oui. Ça a changé aujourd'hui. C'est différent aujourd'hui. Oui, c'est très différent aujourd'hui. Il en est né, en même temps, la guerre de 14 et le bolchevisme et, comme vous l'avez souligné, un autre modèle concurrent, étatique. Un autre modèle étatique concurrent. Et à ce moment-là, on rentre dans la compétition entre deux modèles étatiques. Bon. Alors là, on en vient à Keynes, deuxième ponctuation. Qu'est-ce qui motive Keynes? Et ces modèles sophistiqués et tous très intelligents et constituant en eux-mêmes des progrès sur le plan de l'analyse économique. Qu'est-ce qui motive Keynes? Qui a lu Freud. Comme tous les bons esprits Keynes, et qui a lu Freud, et comme tous les bons esprits économistes de son époque, Keynes, comme Schumpeter, est motivé par sauver les démocraties occidentales de la compétition du modèle soviétique. Voilà. Et donc, en disant, dans cette compétition, la manière de sauver les démocraties occidentales, c'est d'être réformiste. C'est de trouver des moyens de maîtrise du conflit économique interne, tels que les gens chez nous n'aient pas envie de faire la révolution. Donc, Keynes, c'est un bourgeois éclairé, intelligent, qui construit la théorie de la social-démocratie, en fait, par peur du bolchevisme. Bon. Comme vous l'avez souligné, je ne qualifierai pas ça de drame, parce que je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais l'effondrement de l'alternative laisse en effet les capitalismes sans épouvantail, sans modèle alternatif. Tout en même temps que la globalisation décentre totalement, modifie totalement la conflictualité économique. Hein? Encore dans les 30 Glorieuses, la conflictualité économique porte sur le partage de la valeur ajoutée. D'un côté, il y a un patronat qui s'organise, de l'autre côté, il y a les syndicats qui s'organisent, mieux en Allemagne qu'en France, mais en France, c'est syndicats plus l'État, et on arrive à régler le partage de la valeur ajoutée pour ne pas tomber dans un symptôme de maladie auto-immune du capitalisme qui se délite, s'effondre de l'intérieur. Bon. Et la globalisation met fin à ça. Hein?
Maintenant, les conflits directs entre un patron et un ouvrier, d'abord, ça continue à exister, mais quand ça existe, ça n'a aucun effet d'ensemble. Parce que si les ouvriers, par hasard, se trouvent en situation provisoire de force pour gagner, ben, le patron s'en va. C'est tout. Il délocalise les emplois, puis c'est terminé, il va ailleurs, et là... Bon. Donc la conflictualité économique est en train de se perdre complètement dans les sables de la globalisation. Quelles conséquences sur la conflictualité entre États ? Eh bien, à mon avis, c'est qu'on passe de la guerre entre États à la guerre civile. Voilà. À la guerre civile, voilà. Bon, exactement. J'ai commis un article qui est caché dans le fond de Mediapart sur la question. Merci René. Mais, très critiqué par beaucoup, mais bon. Ah ben, on se rejoint. Et à mon avis, ce qui se passe au Moyen-Orient est de l'ordre de la guerre et de l'ordre de la guerre civile. Et de l'ordre de la guerre civile, pas du tout de conflit. Voilà. Avec des caractères fondamentalement religieux, quand même. Oui, mais bien sûr, mais la guerre civile, de même que la guerre civile en Europe a été fondamentalement religieuse, et que c'est pour y mettre fin qu'on a inventé l'État absolutiste, hein, selon certaines thèses que je partage. Là, on est dans une situation de guerre civile, et donc sans surprise apparaît le thème de la religion, de l'identité. C'est la religion, c'est l'ethnicité, c'est toutes les formes d'identité qui ne sont pas directement liées à une conflictualité économique, justement. Direct, oui. Direct, parce que la conflictualité économique, elle est partout. Ouais. Elle s'exerce, je veux dire, il y a des mouvements dans ce sens dont on vient de parler, formidables, des milliards circulent de la poche des uns à la poche des autres, mais sans que, d'une certaine manière, ceux qui sont à la base, vous voulez dire que ça grand-chose. soit pour quelque chose. Oui, mais... Non, ils n'y peuvent pas grand-chose. Hein? Ils n'y peuvent pas grand-chose. Ah, ils ne peuvent pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y étaient pas pour quelque chose. Non, bien sûr que si. D'accord. Bon. Alors, maintenant, ça ne me rend pas très optimiste. Hein. C'est parce que, Philippe, vous avez dit, mais quand même, il y a des solutions. D'accord, il y a des solutions. Alors, je vais prendre un exemple de solution, c'est-à-dire un exemple de problème, entre guillemets, où, en tout cas, tous les économistes sont d'accord. C'est rare, pour les raisons que j'ai dites, mais c'est, par exemple, l'effet de serre. L'effet de serre, écoutez, prenez n'importe quel économiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va vous répondre très simplement, il faut donner un prix au carbone, puisque c'est ça qui pollue, donc il faut lui donner un prix. Il y a des tas de manières de lui donner un prix. On vient de renoncer à lui donner un prix, là. Suppression des quotas poids lourds. Donc, tout ce qu'on peut raconter sur la lutte contre l'effet de serre, c'est des beaux discours. Bon. On sait ce qu'il faut faire. Et la bonne question, c'est pourquoi ne le fait-on pas? Ah oui. Voilà. Pour une fois, on sait ce qu'il faut faire. Il y a un consensus des experts. Et quand je parle de démocratie des experts, les gens n'en parlent pas, mais je vous ai montré un chapitre d'un livre que je vais écrire, parce que je voulais votre avis, donc voilà. C'est un peu privé, mais pardonnez-nous. Sur l'effet de serre, il y a des gens qui vous disent que ça n'existe pas. Comment peut-on savoir? C'est là que je dis il faut s'en remettre à la démocratie des experts. C'est-à-dire, à vrai dire, que peut-on savoir de plus que ce que les savants savent quand les savants se sont eux-mêmes organisés pour confronter tout leur savoir et qu'ils nous produisent une synthèse de ça avec des probabilités? Rien. On ne peut pas savoir plus que ça. C'est tout. Bon. Alors moi je dis, si on ne peut pas savoir plus que ça, je le prends comme ce qu'il faut savoir. Voilà. Ça, c'était pour la démocratie des experts. C'est dans un domaine bien particulier, c'est quand on a des enjeux scientifiques. Alors donc, ils nous ont dit qu'il faut faire quelque chose. Donc je dis, d'accord, ils ont raison, il faut faire quelque chose. Et en plus, on se tourne vers les économistes qui vous disent ce qu'il faut faire, et ils sont tous d'accord, et on ne le fait pas. Pourquoi? Eh bien parce que si vous mettez une taxe ou des droits à polluer sur le CO2 à la hauteur qu'il faudrait pour commencer à sérieusement réduire les émissions, eh bien, ça aurait un effet très simple. Le prix du parpaing de béton au Caire ou à Mumbai va doubler. Voilà. Alors, ce parpaing de béton, des gens qui sont à $1 par jour, même $2 par jour, ils en achètent un toutes les semaines pour consolider leur maison dans leur bidonville, parce qu'ils habitent tous dans des bidonvilles, qu'ils soient au sommet des immeubles comme au Caire, ou qu'ils soient dans des quartiers à part comme à Mumbai. Bon. Franchement, pourquoi ils paieraient ça? Pourquoi on demande aux pauvres de Mumbai ou du Caire
de payer 2 fois plus cher son parpaing de béton pour lutter contre le changement climatique. Bon. Parce qu'après tout, de quoi s'agit-il? On peut utiliser une métaphore, on est dans une barque, on est tous dans une barque, et la barque pèse de plus en plus lourd. On voit l'autre rive, c'est quand même loin. L'autre rive, c'est vers 2100, parce que vers 2100, la population mondiale va baisser. Et là, tout va changer. Tout va changer. Quand la population mondiale commencera à baisser, tous les problèmes de ce type, environnementaux, se poseront de façon radicalement différente. On aura une population de vieux, décroissante à 10% par an et vivant à 90% dans des villes. Le problème, ce sera de ne pas laisser des loups réenvahir les campagnes. Ce sera ça la question. Mais on n'en est pas là. Donc pour l'instant, on traverse et la barque est de plus en plus lourde. Et là, on s'aperçoit que 10% des passagers sont pour 50% du poids. Ben, quel est le raisonnement logique et simple? On prend les 10% et on les passe par-dessus bord. Voilà, c'est tout. Et si on n'est pas cruel, on leur dit, bon, écoutez, vous ramenez votre consommation à la nôtre, vous ramenez votre poids au nôtre, et puis comme ça, on va traverser tranquillement. Et on ne le fait pas. Eh bien, on ne le fait pas parce que tout ce qu'on devrait faire, que les économistes nous disent de faire, pose immédiatement des problèmes d'inégalité. Et donc, si on prétend mener des politiques climatiques qui ne réduisent pas en même temps les inégalités, on n'y arrivera jamais. Voilà. Bon, un exemple d'analyse de pourquoi ne fait-on pas ce qu'on sait qu'il faudrait faire avec un objectif consensuel. Parce que j'ai pris exprès ça, parce que tout le monde sera d'accord qu'il faut sauver la planète, si vous voulez. Là, tout le monde sera d'accord. Bon, donc, on a un objectif consensuel, on sait ce qu'il faut faire, les savants sont d'accord, les économistes sont d'accord, et on ne le fait pas. Parce qu'on se heurte immédiatement à un problème d'inégalité. Et ça ne marchera que si on trouve un moyen de le faire en réduisant les inégalités. Donc la conflictualité économique, disons, ça c'est une chose, mais après, le degré d'inégalité qu'une société ou des individus sont capables d'accepter, ça vient d'où? Il y a quand même des sociétés, entre guillemets, qui sont plus inégalitaires que d'autres, où on accepte qu'il y ait des ghettos de riches, on accepte ceci, il y a des gens qui s'achètent des îles, il y a des gens qui sont claquemurés, etc. Et puis, il y a quand même des sociétés avec une histoire un peu différente qui l'acceptent un peu moins, même si, on constate aujourd'hui que la frontière entre les deux, hélas, est en train de s'amenuiser. Alors là, je me tourne vers René Major. René, je me tourne vers René Major. Puisqu'on parle du consentement, ça vient bien de quelque part, qu'est-ce qui fait que, individuellement, collectivement, des misères que l'on n'acceptait pas auparavant, on accepte de la côtoyer, même si on rouspète, on s'en plaint, etc., mais, ou pas, ça vient d'où, ça? Cher René. C'est vieux comme l'histoire du monde. Oui, certes. mais on a parlé d'un certain nombre de systèmes comme les idéologies, les religions et ainsi de suite, qui visent justement tout le temps à donner quel alibi, n'est-ce pas, à la culpabilité, au sentiment de toujours être, que tous les citoyens sont en dette. On nous le rappelle tout le temps. C'est Derrida qui parlait du sans-alibi. Oui, alors... oui, alors, si vous voulez, parlons-en si vous voulez. Il disait que la cruauté psychique est du ressort du domaine propre de la psychanalyse. Donc, d'une cruauté qui ne, comme on a dit, qui n'était pas irradicable, mais dont on peut, et il est vrai que nous en voyons tous les jours les manifestations, et on a vu même les plus grosses, mais les plus subtiles, les plus fines, dans le fait du manque d'attention à l'autre, et ainsi de suite.
tout ce qui peut être de la cruauté ordinaire, dont nous usons tous, ne serait-ce que quand on mange, quand le joli petit lapin, et ainsi de suite. Mais dans les rapports à l'autre. Alors, par exemple, ce qui est insupportable pour la plupart des gens, c'est d'accepter de ne pas être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'accepter de ne pas avoir une autorité. Combien de fois on nous demande des conseils, on nous demande d'être autoritaire, de dire ce qu'il faudrait faire, et ainsi de suite. Et beaucoup de thérapies qui se sont développées dans les dernières années, comportementalistes ou autres, satisfont bien davantage justement ce besoin d'être conduit par la main, d'avoir quelqu'un qui vous dicte comment faire, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que d'une manière générale, il est certain que l'acquisition d'une autonomie personnelle, mais alors ce qui veut dire, comment dirais-je, apprendre à vivre de soi-même. Mais alors attention, ça veut dire non pas seulement de soi-même, ça veut dire avec l'autre à l'intérieur de soi, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Et c'est là où je parle effectivement de ce que le non-dialogue avec l'autre en soi, quel qu'il soit, est conduit sur différents plans à quelque chose qui se répète dans l'histoire. Et par exemple, ce que je disais à propos de Marx, qui voulait exorciser le fantôme du capital, mais c'était les fantômes qu'il y a dans le capital, hein, dans le spectre. Il parle souvent de fantômes, de spectre. Mais il faudrait, selon lui, l'objectiver pour l'exorciser, le faire disparaître, et ainsi de suite. Il ne dit pas ça du tout. Puisqu'on voit bien que quand on cherche à faire disparaître cette extériorité en soi qu'on peut considérer comme ce qu'il faut abattre comme son ennemi, on ne fait que le reproduire. Donc c'est plutôt en lui parlant, en parlant au fantôme, en s'entretenant avec le fantôme. Mais il est évident que pour la conduite des peuples, je crois que ce n'est pas ce sur quoi habituellement le pouvoir joue, sur l'autonomie. Au contraire, il cherche plutôt à imposer à tous les citoyens une certaine règle de vie, allant jusqu'à vouloir gérer notre vie privée, nous surveiller, et ainsi de suite. Tout va dans le sens contraire, n'est-ce pas? Puisque vous parlez d'autonomie, est-ce que vous êtes d'accord avec la distinction reprise par Pierre-Henri Castel, qui vient de Norbert Elias, entre l'autonomie aspiration et l'autonomie condition? Puisque nous parlons du consentement, bon, c'est vrai que, par exemple, la vie d'Adèle, on voit bien que les deux personnages, il y en a un qui est du côté de l'autonomie aspiration, c'est celle d'ailleurs qui va en prendre plein la gueule, et un autre personnage qui est du côté de l'autonomie condition, parce que elle a des droits et elle les revendique, disons, pleinement, ce qui n'est pas forcément négatif, mais disons, elle n'est pas atteinte dans ses propres chemins de la liberté, véritablement par l'histoire qui lui advient. Et là, on voit bien, disons, dans l'histoire de l'individualisme contemporain, comment se dessinent, disons, deux modes d'être de l'autonomie. Est-ce que ces deux modes de l'autonomie, aspiration et condition, est-ce que ça joue sur ce qu'on est en train de dire du consentement? Parce que si j'ai bien compris, il y a une manière de se parler à soi-même et de parler à ses fantômes. C'est une manière, encore une fois, de dire qu'il faudrait que face au désir incommensurable, il puisse y avoir
place à la non-résolution en tant que telle, c'est-à-dire il faudrait pouvoir se départir de certaines fixations qui proviennent des pulsions partielles et qui nous empêchent justement d'avoir accès à, non pas à ce désir incommensurable, mais à la réalité de ce désir, quitte à ne pas le satisfaire puisqu'il est incommensurable. Mais vous répondez aussi bien que je ne pourrais le faire à ma question. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai diggy riche, de moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie.